Chers étudiants, bonjour. C'est Madame Bouchour pour vous donner le cours de botanique. Aujourd'hui, on va faire la dernière partie du chapitre 2, les algues eucaryotes. On va faire la troisième partie des algues vertes consacrée à deux exemples différents. Le premier exemple que normalement vous faites au TP3, c'est le genre Spirogyra. Toujours, comme d'habitude, on commence avec la position systématique. Le règne plantain, l'embranchement chlorophycophyte, la classe des zygophycées, l'ordre des Zyniématales, la famille Zyniématacées et le genre Spirogyra. On commence avec la description générale. Comme toutes les algues eucaryotes, cette algue est autotrophe, bien sûr, grâce à la photosynthèse, avec 300 espèces environ qui vivent en eau douce ou saumâtre ou salée. Elles ont un aspect floculent et une texture visqueuse. C'est quoi l'aspect floculent? C'est-à-dire, c'est des filaments qui s'enroulent, un aspect floculent. Et une texture visqueuse, quand on touche ces algues, il y a une texture visqueuse, lésigeante. Ces algues apprécient les eaux claires et fraîches, comme toutes les algues vertes. Les algues vertes préfèrent l'eau claire et fraîche. Claire pour avoir la bonne quantité de lumière, puisque les algues vertes ont toujours besoin d'une bonne lumière. Elles colonisent le milieu aquatique de manière libre, non fixée. C'est pas une algue Spirogyra, c'est pas une algue benthique, c'est une algue libre qui ne se fixe pas. La présence massive de cette espèce est considérée comme bio-indicatrice de pollution organique ou minérale. La présence de colonies des filaments de Spirogyra est un indicateur de pollution organique, surtout organique, azote et toute matière organique et la matière minérale aussi. C'est des indicateurs de pollution, comme la majorité des algues. Les spirogyres ou le genre Spirogyra sont formés de filaments coloniaux, c'est-à-dire c'est une algue filamenteuse. Elle est formée de filaments coloniaux, c'est-à-dire qui colonisent les milieux. Ces filaments sont simples, ce n'est pas des filaments ramifiés, et en grande partie transparents et couverts d'une substance mucilagineuse gluante. J'ai parlé déjà de la substance mucilagineuse qui donne cette texture visqueuse qui, en général, protège les filaments d'algues, organisés de manière désordonnée. Les filaments sont longs de plusieurs décimètres, faits d'un enchaînement linéaire de cellules rectangulaires pourvues chacune d'un ou plusieurs chloroplastes en forme de ruban spiralé. Voilà la particularité de cette algue Spirogyra. C'est la présence d'un chloroplaste ou de chloroplastes en général sous forme spirale, à la shakl halazoni, un ruban spiralé, charit halazoni, comme on voit ici sur la photo. Il y a un filament du genre Spirogyra formé de plusieurs cellules rectangulaires, à la shakl mustatil. Chaque cellule contient, on voit ici tout ça, c'est le chloroplaste. Un chloroplaste sous forme d'un ruban spiralé. Chloroplaste sous forme spirale, une cellule rectangulaire. La cytologie maintenant. Les cellules de Spirogyra ne possèdent qu'un ou deux chloroplastes rubanés et disposés en forme de spirale. D'ailleurs, c'est la raison de cette nomination Spirogyra. Spiro, ça vient de spirale. Halazoni. Les cellules cylindriques disposées en fil sont pourvues d'une paroi cellulosique transparente externe leur assurant une certaine rigidité. Il y a la paroi. Adhérant à cette paroi, du côté interne se trouve bien sûr une mince membrane cytoplasmique tout aussi transparente. Près de cette membrane, dans le cytoplasme, se situe le chloroplaste spiralé. Les spirogyres accumulent ainsi de l'amidon stocké autour des pyrénoïdes. Voilà les pyrénoïdes, ces points qui se trouvent sur la surface du chloroplaste. Sur les pyrénoïdes s'accumulent les réserves sous forme d'amidon. On voit ici aussi une image qui montre bien la cellule d'une Spirogyra, single cell of Spirogyra. Le cytoplasme, il y a bien sûr la paroi cellulosique, une membrane cytoplasmique.
il y a un chloroplaste sous forme spirale. Ici, il y a deux. Vous voyez ici, il y a une spirale et une autre spirale. Il y a deux chloroplastes sous une forme de ruban spiralé. Et les points, ces points, c'est les spirinoïdes. La reproduction maintenant. La reproduction est sexuée par une cystogamie. C'est pour ça que j'ai choisi cet exemple pour vous montrer c'est quoi la cystogamie. J'ai parlé déjà de la cystogamie, c'est une fécondation qui se fait entre deux cellules, sans l'intervention de gamètes. Cysto, c'est cellule. L'espèce est dioïque, c'est-à-dire il y a deux thalles, un thalle mâle et un thalle femelle. Le thalle est un gamétophyte haploïde. Le thalle avec lequel on commence le cycle est un gamétophyte haploïde à un chromosome. Certains filaments, dans un ensemble de filaments parallèles, vous voyez ici, c'est un ensemble de filaments de Spirogyra parallèles, jouent le rôle de femelle et d'autres celui de mâle. C'est-à-dire, au moment de la reproduction, il y a des filaments qui jouent le rôle de mâle et des filaments qui jouent le rôle de femelle. La première étape de la reproduction sexuée chez le genre Spirogyra. C'est une reproduction sexuée, c'est la cystogamie. Premièrement, deux filaments s'accolent. Yaltasiqan, s'accolent, s'approchent et s'accolent. Et chaque cellule émet une petite protubérance sous forme d'une extension tubulaire vers la cellule d'en face pour former un tube continu. Entre les deux cellules, ce sont les pans de conjugaison. Au moment de la reproduction, il y a deux filaments qui s'approchent et chaque cellule forme des pans de conjugaison. Jousour. Ils ont un rôle, ces pans. On va expliquer ça. On appelle ça les pans de conjugaison entre deux cellules d'en face. Deuxièmement, le contenu de chaque cellule forme une sphère, comme ça. C'est-à-dire, il y a une formation de pans, puis tout le contenu cellulaire du cytoplasme forme une sphère dans chaque cellule. L'un des deux filaments va se comporter comme mâle et le contenu de chacune de ces cellules va passer par le pan de conjugaison vers la cellule en face. Il y a un filament qui va se comporter comme un filament mâle. Chaque cellule va déplacer son contenu vers l'autre cellule en face. C'est-à-dire, ce filament mâle, à la fin, il devient vide des contenus cellulaires. Et l'autre filament, il est bien rempli du mélange des contenus des deux cellules. Quatrièmement, il y a une fusion complète et formation d'un zygote ou œuf diploïde à triple paroi. Comme vous voyez ici, ça c'est un filament mâle, un filament mâle, un filament mâle, et l'autre filament, c'est le filament considéré comme femelle qui contient le mélange ou la fusion des deux contenus cellulaires. C'est un zygote, il devient bien sûr diploïde, c'est un œuf diploïde. À triple paroi, c'est un œuf vraiment qui est protégé par trois parois. Tous les œufs sont logés dans les cellules du filament femelle, comme vous voyez ici. Ça aussi, c'est un filament femelle. Ces œufs peuvent être l'objet de dissémination et cherchent des conditions favorables à leur développement. Ces œufs restent dans le milieu et quand les conditions seront favorables, ils vont germer pour continuer le cycle de vie. Le zygote va subir une méiose qui conduit à 4 cellules haploïdes, 3 dégénèrent, et une devient par mitose un nouveau filament. C'est-à-dire, ce zygote, quand les conditions deviennent favorables, il va subir une méiose. Pour donner, bien sûr, une méiose, ça va donner 4 cellules haploïdes. 3 cellules vont dégénérer et une seule cellule va germer par des mitoses pour donner, vous voyez ici, un nouveau filament de Spirogyra. Qu'est-ce qu'on a comme légende importante? Puisque normalement, vous faites cette espèce au TP3. Chloroplaste
spirale ou spiralé, filament mâle, filament femelle. Comment on peut connaître le filament mâle du filament femelle? C'est qu'au moment de la reproduction. Avant, on ne peut pas les connaître. Au moment de la reproduction, quand le filament est vidé du contenu de ces cellules, on comprend que c'est le filament mâle. Et l'autre filament, automatiquement, c'est le filament femelle. Les périnoïdes, c'est les petits points qui se trouvent sur les chloroplastes. Les pans de conjugaison sont les pans qui se forment entre les deux filaments avant la fécondation. Et le zygote ou œuf. Voici le deuxième travail du TP numéro 3. Le cours précédent, j'ai présenté le premier travail. C'est le dessin et la classification du genre Cara, des organes reproducteurs du genre Cara. Voici le deuxième travail. C'est un dessin de l'observation microscopique avec toutes les légendes nécessaires avec le titre et bien sûr la position systématique du genre Spirogyra. C'est ça le TP3. Il y a deux travaux. Le premier consacré au genre Cara et le deuxième au genre Spirogyra. On continue avec le cycle de vie du genre Spirogyra. Si on résume les différentes étapes de la cystogamie, premièrement, deux filaments se rapprochent. Deuxièmement, formation des tubes ou pans de conjugaison. Troisièmement, migration du contenu cellulaire d'un filament mâle vers l'autre filament femelle et début de la fusion. Et quatrièmement, fusion et formation de l'œuf. C'est ça la cystogamie. La cystogamie chez Spirogyra. Le cycle de vie est monogénétique haplophasique. Pourquoi? Parce qu'on a une seule génération qui est le gamétophyte et haplophasique. La plupart du cycle est une phase haplophasique et la génération, elle est à un chromosome. On a un filament femelle, un filament mâle. Le filament femelle contient des cellules de filament femelle et le filament mâle, bien sûr, il contient des cellules. Il y a une fécondation de type cystogamie. Il y a une formation de l'œuf ou du zygote. L'œuf ou le zygote va subir une méiose pour donner 4 cellules haploïdes. Ici, c'est les cellules haploïdes de préférence. Une cellule haploïde va donner le nouveau filament, les nouveaux filaments, et les 3 autres cellules vont dégénérer. C'est un cycle monogénétique haplophasique. Maintenant, on passe au troisième exemple des algues vertes, qui est l'espèce Ulva lactuca. Vous ne faites pas cette espèce au TP, c'est une espèce très importante, c'est un exemple du cours. On commence toujours par la position systématique, le règne plantar, l'embranchement chlorophycophyte, la classe des chlorophycées, la sous-classe des cétophycidés, l'ordre ulval, famille Ulvacées, genre Ulva et l'espèce Ulva lactuca. Pourquoi lactuca? Elle est nommée lactuca, c'est par rapport à la laitue. La laitue, c'est une plante supérieure qui ressemble beaucoup à cette espèce d'algue. La laitue, vous connaissez la laitue, si vous voulez, nabtat al-khis. Ou comme vous dites, la salade. Mais c'est nabtat al-khis. La description générale. C'est une algue verte, autotrophe, bien sûr, qui vit en mer. Elle préfère la mer, l'eau salée, en bordure des côtes rocheuses en Méditerranée et qui est fixée au rocher par un crampon. Maintenant, c'est une algue fixée par des crampons. Ce n'est pas une algue libre comme Spirogyra. Le thalle est foliacé. Le type de thalle est un thalle foliacé. Vert et lamellaire, orbiculaire, la forme d'orbite, et translucide, c'est-à-dire c'est un thalle transparent. Translucide, c'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière de 5 à 50 cm de longueur avec une marge lisse. La marge, elle est hawaf, lisse. Ces algues sont visibles surtout aux fortes périodes d'ensoleillement. Cette algue aime beaucoup le soleil. C'est pour ça que cette algue est visible à la fin de l'hiver, le printemps et l'été. Elles ont une durée de vie assez courte. C'est une algue à cycle de vie très court, mais qui se répète au fur
qui se répète durant l'année, quelques semaines en général. C'est une algue vraiment cosmopolite qui se rencontre quasiment partout sur la planète. Cosmopolite, c'est-à-dire qui se trouve partout. C'est le contraire de endémique. Une espèce cosmopolite, c'est-à-dire qu'on la trouve partout dans le monde. C'est ça une espèce cosmopolite. On voit ici le thalle. C'est un thalle foliacé. Le stipe, il est vraiment très court et il y a surtout les crampons ici pour se fixer sur les rochers. La reproduction, elle est sexuée. Il n'y a pas de reproduction asexuée chez Ulva lactuca. La fécondation est une planogamie, anisogamie. La fécondation chez Ulva lactuca est une planogamie, anisogamie. C'est quoi planogamie et c'est quoi anisogamie? La planogamie, c'est-à-dire les deux gamètes, mâle et femelle, sont mobiles, flagellés. C'est ça planogamie et le contraire c'est aplanogamie. Anisogamie, c'est le contraire de l'isogamie. J'ai déjà expliqué ça. Anisogamie, c'est-à-dire il y a une différence de taille entre les gamètes mâles et femelles. On peut expliquer ça dans ce schéma. Gamète mâle, gamète femelle. La planogamie, isogamie, vous voyez ici, les deux sont flagellés et de la même taille. On parle surtout de taille. Hein. Quand il y a le préfixe iso, on parle de taille. Planogamie, anisogamie, les deux sont flagellés, mais la taille, elle est différente. L'espèce est dioïque toujours, c'est-à-dire on a un thalle mâle et un thalle femelle. Les thalles sont des gamétophytes haploïdes. Le premier thalle du cycle de vie est un gamétophyte haploïde à un chromosome. Les cellules de la Comment le cycle commence? Les cellules de la marge du gamétophyte contiennent des gamétocystes qui produisent des gamètes par division mitotique. La marge, hawaf, la marge du thalle, on a un gamétophyte, on a dit que c'est une espèce dioïque, c'est-à-dire on a un gamétophyte femelle et un gamétophyte mâle. Les marges contiennent ce qu'on appelle les gamétocystes. C'est quoi les gamétocystes? C'est les cellules mères des gamètes. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Ces gamétocystes vont produire par des mitoses, pour produire un grand nombre, des gamètes mâles et des gamètes femelles. La deuxième étape, à maturité, ces zooïdes biflagellés. Pourquoi zooïdes? Parce qu'ils sont flagellés. Quand un gamète est flagellé et mobile, on peut l'appeler zooïde. Biflagellé, il y a deux flagelles. Sont libérés par perforation circulaire, ce qui laisse alors la marge des thalles incolores. Au moment de la reproduction, il y a une perforation des marges pour faire sortir les gamètes, mâles et femelles. Les gamètes femelles sont plus gros que les gamètes mâles. Ici, c'est mal dessiné. Le côté femelle est plus gros que le côté mâle. On a dit que c'est une anisogamie. Les gamètes mâles et femelles biflagellés vont fusionner lors de la fécondation pour donner un planozygote, un zygote flagellé et mobile. Il s'appelle planozygote. Pourquoi planozygote? Parce qu'il est mobile. Plano, c'est toujours mobile ou flagellé. On a 4 flagelles, 2 flagelles qui viennent du côté mâle et 2 du côté femelle. On a un planozygote mobile quadriflagellé. C'est-à-dire il contient 4 flagelles. Après fixation, le zygote perd ses flagelles et s'entoure d'une paroi. Au moment de la fixation, ce zygote, il va perdre ses flagelles et devient, si vous voulez, une forme de spore à 2 ailes qui reste fixée, qui attend les conditions favorables pour continuer le cycle de vie. Le zygote germe et se développe en un sporophyte. Voilà la deuxième génération. La génération de sporophytes diploïdes à 2 ailes, identiques morphologiquement au gamétophyte. Voilà le sporophyte. Il est vraiment identique au gamétophyte. Au moment que les conditions favorables redeviennent, le zygote germe et donne un sporophyte automatiquement diploïde. Les sporophytes donnent des sporocystes après méiose
Ces sporocystes donnent des tétraspores aux zoospores haploïdes quadriflagellés. Après une méiose, il va donner des sporocystes haploïdes. Chaque sporocyste, il va donner des zoospores ou des spores quadriflagellés à 4 flagelles. On les appelle des zoospores. Bien sûr, c'est des zoospores flagellés. Quadriflagellés, c'est des spores mobiles. Les zoospores après fixation vont donner par des mitoses de nouveaux thalles haploïdes aux gamétophytes mâles et femelles. Ces zoospores vont germer pour redevenir des gamétophytes mâles et femelles. Il y a des spores mâles ici et des spores femelles. Ils vont germer, ils vont perdre les flagelles, germer. Bien sûr, ils sont haploïdes, ils vont donner un gamétophyte haploïde. Ce schéma va vous simplifier la compréhension du cycle de vie de l'espèce Ulva lactuca. Et bien sûr, vous pouvez toujours revenir au cours. Vous avez le cours avec plusieurs schémas et plus d'explications. On a un gamétophyte mâle et un gamétophyte femelle à N chromosomes. Le gamétophyte femelle et le gamétophyte mâle contiennent des gamétocystes qui vont donner par des mitoses des gamètes mâles et des gamètes femelles biflagellés. Les gamètes femelles sont plus gros que les gamètes mâles. Ils vont fusionner. Il y a fécondation de type planogamie qui va donner un zygote à 4 flagelles quadriflagellés. Le zygote va perdre des flagelles et va se transformer en un zygote fixé. Aux conditions favorables, il va germer pour donner un sporophyte à 2 N. Après méiose, il va donner des sporocystes pour donner des zoospores méiotiques avec 4 flagelles. Ils vont perdre leurs flagelles et redonner de nouveau des gamétophytes femelles et des gamétophytes mâles. C'est un cycle de vie digénétique. Pourquoi digénétique? Parce qu'on a le gamétophyte et le sporophyte. Haplo-diplophasique. On a les deux phases, la phase haploïde et la phase diploïde. Isomorphe, pourquoi isomorphe? Isomorphe parce que le sporophyte ressemble morphologiquement au gamétophyte, surtout dans la taille. C'est la même chose. C'est pour ça qu'on appelle ce type de cycle des cycles isomorphes, car les générations sont morphologiquement identiques. Ce schéma aussi vous facilite la compréhension du cycle de vie de l'espèce Ulva lactuca. On a des gamétophytes mâles et des gamétophytes femelles qui vont donner des gamètes biflagellés. Les gamètes biflagellés vont donner un zygote quadriflagellé qui va germer pour donner un sporophyte diploïde. Le sporophyte diploïde va donner, après méiose, des zoospores. Chaque zoospore va redonner des gamétophytes. Comme ça, on termine les algues vertes et on termine tout le chapitre 2 consacré aux algues eucaryotes. On a donné plusieurs exemples, j'ai bien expliqué dans le cours sous forme PDF, j'ai bien expliqué dans les cours enregistrés. Vous devez résumer tous les cycles de ces espèces avec les caractéristiques morphologiques et cytologiques. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser et je suis là pour vous répondre. Merci pour votre attention.